je trouve que cette dynamique-là que ça génère, cette ouverture ville-hôpital, ville au sens large, et ce service rendu de l'infection. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une réunion des infectiologues pour les infectiologues. C'est-à-dire pour notre spécialité, la télexpertise, c'est du pain béni, je crois, franchement. Bienvenue à ce webinaire sur la téléexpertise en infectiologie que j'ai le plaisir d'animer aux côtés des docteurs Bernard Castan et docteur François Bénézit, infectiologues hospitaliers que je vais vous présenter plus longuement d'ici quelques minutes, et également de Martin Dibello de l'équipe accompagnement et projet d'Omnidoc. Merci à tous de prendre le temps d'être là aujourd'hui. Vous êtes une cinquantaine d'infectiologues à vous être inscrits, majoritairement hospitaliers. Vous venez de toutes les régions de France avec une trentaine d'établissements hospitaliers différents qui sont représentés ce soir, parmi lesquels 9 CHU. On a les HCL, pardon, la PHP, le CHU Saint-Étienne, Lille, Bordeaux, Strasbourg, Nancy, pas mal de confrères et consorts d'outre-mer aussi, Martinique, Réunion. Et on a une vingtaine de centres hospitaliers d'ESPIC. J'en cite quelques-uns, Ajaccio, Albi, Boulogne-sur-Mer, Cayenne, le centre hospitalier d'Eure-et-Seine, Sud-Francilien, le CHD Vendée, Paris-Saint-Joseph à Paris, etc. La télexpertise est aujourd'hui un sujet qui est vraiment incontournable, notamment parce que c'est une réponse à la pénurie médicale et un moyen efficace pour renforcer, favoriser la collaboration médicale. Elle concerne vraiment toutes les spécialités médicales. C'est pour ça qu'on a décidé, depuis le début de l'année, de lancer un cycle de webinaires dédiés à la télexpertise, avec un webinaire dédié à chaque spécialité. On a commencé ce cycle par l'hématologie en janvier, puis la dermatologie en février, la cardio en mars. Vous avez d'ailleurs ces 3 replays qui sont accessibles sur notre chaîne YouTube. Et nous poursuivons ce soir avec l'infectiologie. Merci au docteur Castan et docteur Bénézit d'avoir accepté notre invitation. Docteur Castan, vous êtes praticien hospitalier au sein du service d'infectiologie du centre hospitalier de Périgueux, en région Nouvelle-Aquitaine, et président de la SPILF, la Société de pathologie infectieuse de langue française. Vous coordonnez l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie, EMA, donc l'EMA 24, qui a été créée en janvier 2023 au sein du centre hospitalier de Périgueux. Il s'agit d'une cellule d'aide à l'attention de tous les soignants de la Dordogne, dont l'objectif principal est d'améliorer l'usage des anti-infectieux et de réduire le taux d'antibiorésistance. Je vous montre normalement, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, absolument, ouais, très bien. Donc là, vous avez sous les yeux du coup le réseau du centre hospitalier de Périgueux. Car pour mener à bien votre mission de conseil diagnostique et thérapeutique en infectiologie auprès des professionnels de santé de votre territoire, vous avez déployé en janvier 2023 un réseau de télexpertise dédié sur Omnidoc, avec lequel vous avez déjà rendu plus de 600 avis. Donc voilà, il est hébergé sur le réseau de télexpertise du CH de Périgueux, ici, maladie infectieuse. Je le montre rapidement à nos participants. Voilà le descriptif de votre projet et les différents experts sur la ligne d'avis. Docteur François Bénézit, vous êtes praticien hospitalier au sein du service d'infectiologie du CHU de Rennes. Depuis mai 2022, le service d'infectiologie du CHU de Rennes a déployé un réseau de télexpertise à destination des médecins des autres établissements bretons, qu'ils soient publics ou privés, qui souhaitent un avis pour les indications suivantes: tout ce qui est infection ostéo-articulaire, suspicion de monkeypox et avis d'infectiologie divers. Avec une quinzaine de confrères et consorts de votre service, vous avez déjà rendu près de 4000 avis depuis le lancement de votre réseau de télexpertise en mai 2022. Vous avez par ailleurs également développé une RCP endocardite, déployé une RCP endocardite depuis septembre 2023. Donc là, je montre ici la ligne dont je parlais précédemment, la ligne d'infectiologie, mais vous avez donc aussi déployé une ligne d'RCP endocardite qui se réunit une fois par semaine afin d'aider les professionnels de santé pour la stratégie diagnostique et thérapeutique de leurs patients. Elle regroupe l'équipe d'infectiologie, de chirurgie cardiaque ainsi que les cardiologues, échographistes, mais on aura le temps de rentrer dans le détail plus tard.
Merci beaucoup à tous les deux de partager votre retour d'expérience sur votre pratique de la téléexpertise ce soir. Je serai accompagnée durant ce webinaire par Martin Di Bello, qui fait partie de l'équipe projet et accompagnement au sein d'Omnidoc, équipe qui s'occupe de déployer les projets médicaux de téléexpertise en étroite collaboration avec les médecins, en s'adaptant complètement à leurs besoins, puis de les accompagner au quotidien dans leur utilisation de l'outil. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous semble important de vous rappeler très brièvement quelques éléments essentiels de la téléexpertise. La téléexpertise, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut la distinguer de la téléconsultation, ça n'a rien à voir. La téléexpertise, c'est lorsqu'un professionnel de santé requérant sollicite à distance et de manière asynchrone un professionnel de santé requis pour lui donner un avis médical sur un patient. C'est une pratique qui est ancienne, qui existe quasiment depuis le milieu du XXe siècle, depuis l'émergence des premières spécialités médicales, où les médecins ont pris l'habitude de se solliciter entre eux, mais qui est entrée dans le droit commun en 2019 et qui est désormais un véritable acte médical à part entière. Depuis 2019, il y a eu pas mal d'évolutions réglementaires sur le sujet, qui montrent d'ailleurs une volonté de l'assurance maladie d'élargir cette pratique. Les dernières évolutions en date sont toutes récentes puisqu'elles ont eu lieu avec la nouvelle convention médicale. Mais grosso modo, dans les grandes lignes, aujourd'hui, tous les patients sont concernés par la téléexpertise. Tous les professionnels de santé peuvent être requérants, médecins, sages-femmes, tous les paramètres type infirmier, kiné, podologue. La seule exception, c'était les dentistes, mais on a une nouveauté aujourd'hui. Apparemment, il y a un avenant qui a été signé pour les dentistes. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et il semblerait qu'une partie, on n'a pas encore trop étudié le sujet parce que c'est vraiment tout récent, mais qu'une partie de la expertise puisse désormais leur être ouverte. Mais donc, affaire à suivre. On va suivre ça de près. Et sinon, tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, ainsi que les sages-femmes, peuvent rendre des avis, donc être en posture de requis. Le requérant, pardon, donc celui qui demande l'avis, il peut coter une demande d'avis et être rémunéré pour ça 10 euros. Et le requis peut, lui, coter un avis rendu 20 euros. Avec la nouvelle convention médicale, ce montant a été revalorisé. Il sera revalorisé à 23 euros à partir du 1er janvier 2026. La cotation fonctionne autant en libéral qu'à l'hôpital, sauf qu'à l'hôpital, la rémunération est touchée par l'hôpital. Ces bases étant posées, je vais maintenant donner la parole à nos deux intervenants. Nous terminerons ce webinaire par une séance de questions-réponses, donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans l'onglet Q&R. Donc en bas de l'outil Zoom, vous avez une petite icône Q&R. On vous invite vivement à saisir votre question ici. Et ça vous permet notamment de voter pour les questions les unes des autres, ce qui va permettre de faire remonter les questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions ici. Et sinon, vous avez une petite icône Discuter. Donc c'est un équivalent de chat. Et là, ici, vous pouvez mettre tous vos commentaires, vos réactions, vos suggestions. N'hésitez pas à participer par ce canal-là. Sans plus attendre, on va commencer notre table ronde. Et pour commencer, je souhaiterais savoir dans un premier temps qui sont les professionnels de santé qui vous sollicitent le plus. Déjà en termes de spécialité, de profession de santé ou de spécialité, docteur Castan, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, la première chose, merci pour cette réunion qui me paraît effectivement très intéressante en termes de partage, d'échange d'expérience. Alors, échange d'expérience, évidemment, l'hôpital de Périgueux, c'est pas le CHU de Rennes. Et donc, on est un petit peu le petit poussé dans cette affaire-là, vous l'avez dit. On a commencé qu'en janvier 2023, on a donné 600 avis. Et évidemment, on va être très attentif à l'expérience majeure du CHU de Rennes. Et probablement que ce qui est important, c'est de coller aux véritables besoins des personnes qui nous sollicitent et donc on peut créer des dimensionnements correspondant aux besoins de territoire. Donc, pour ce qui nous concerne, ça se répartit essentiellement entre la médecine de ville, médecins libéraux très largement généralistes, quelques médecins spécialistes, pédiatres, ORL en particulier, voire pneumologues, ou rhumato, et puis très largement, les hôpitaux du GHT, ce qu'on appelle de notre territoire de santé, de la Dordogne, et puis les cliniques privées et les centres de rééducation fonctionnelle, voilà, qui sont les grands pourvoyeurs d'avis. Et donc, ça va très clairement du plus simple, j'ai envie de dire, au plus complexe. C'est-à-dire, le plus simple pour la médecine de ville, ça peut être, y compris avec le patient en face et avec une réactivité en temps réel, pouvoir répondre à une préoccupation de l'instant,
comme on le faisait par téléphone jusqu'à présent, jusqu'à la vie beaucoup plus complexe par exemple, d'infections sur arthrodèse vertébrale en clinique. Donc, le panel est très, très large. Mais je laisse répondre Dr Bénézy pour ça, pour le Bon, CHU de Rennes. merci Bernard. Bon, en fait, même avec 4000 avis, on fait la même chose, hein. Nous, notre motivation au départ en termes de besoins, c'est vrai il faut qu'on réponde aux besoins. C'était surtout le nosocomial. On était très intéressé via Omninoc de pouvoir récupérer enfin la microbiologie, la regarder, faire une interprétation de l'antibiogramme, avoir le compte-rendu opératoire et d'un point de vue médico-légal, avoir des traces de ce qu'on a dit, parce qu'on a eu quelques mauvaises expériences. Mais les trois quarts de nos avis, hein, ce sont des médecins généralistes avec des besoins auxquels qu'on n'avait pas identifiés, mais qui sont aujourd'hui très pratiques, comme l'ordonnance de Vanco, de Fidaxo pour le Clostridium, réservée aux spécialistes. Et bah, ça permet, avec le patient pile en face, de faire l'ordonnance de manière sécurisée, en fait à trois, d'expliquer les modalités de récupération du traitement. Et ça, je trouve ça très pratique. Et pour le coup, les médecins là-dessus sont super contents. Et, et voilà, sinon, je pense que c'est tout pareil. Nous, c'est trois quarts de médecins, 15% d'orthopédistes. Ensuite, on a des neurochirurgiens. Et après, c'est difficile de les compter, mais effectivement, tout ce qui est clinique, avec les différentes spécialités, parfois on a étiqueté généraliste, mais ils font de la médecine polyvalente, donc c'est beaucoup plus dur pour nous de les compter. Ouais. Ok. Après, si je peux me permettre de compléter, mais c'est important, nous, on est assez récent sur ce travail-là. La construction du réseau et l'information que l'on donne en périphérie impacte énormément, effectivement, sur les retours que l'on a. Et aujourd'hui, finalement, on a une majorité de requérants qui sont plutôt institutionnels, qui vont des EHPAD, des SSR, des cliniques privées et du GHT, plus que la médecine générale, parce qu'il y a tout un travail à faire et qui n'est pas si facile que ça. De trouver la bonne formule auprès des CPTS, d'aller expliquer un petit peu tout ça. Mais voilà, ça se construit et je pense qu'il y a une marge de progression considérable pour nous. En tous les cas, actuellement, on est à plus de 60% d'avis hors libéraux ville et 40%, 30 ou 40% simplement de médecins généralistes. Donc la marge de progression est considérable de ce côté-là. Et docteur Caston, tout à l'heure, donc vous évoquiez quand même une dimension de territorialité concernant les professionnels de santé qui vous sollicitent. Docteur Bénézit, est-ce que c'est la même chose au CHU de Rennes? Est-ce qu'il y a vraiment, du coup, enfin, quel est le bassin en fait de vos requérants? Alors, ouais, j'ai regardé pour le bilan du CRATB pour aider les collègues, hein. Je suis pas au CRATB, mais je les aide. Et en fait, on voit les zones d'influence telles qu'on les voit en consultation. C'est assez proche. Donc, si on regarde les généralistes, ça va être vraiment le GHT très proche. Parce qu'on a les infectiologues de tout le GHT, il n'y en a pas forcément dans les autres hôpitaux autour. Et on voit, par exemple, si je regarde les Côtes d'Armor, on voit bien que la manière dont sont découpés les départements ne correspond pas en fait à la proximité géographique, la quatre voies. Je pense pour Rennes, bah, on a une proximité avec Laval qui est pourtant Pays de Loire, donc une autre ARS, etc. Mais n'empêche, on a quand même beaucoup d'avis de ce côté-là. Et puis après, si on regarde les chirurgiens, bah, nous, on va être sous l'influence de notre centre de référence ostéo-articulaire, le Cryogo pour Grand Ouest. Et donc là, on va aller beaucoup plus loin. Et puis, on va aussi être, entre guillemets, ça nous permet en tant que CHU de voir ce que font les autres hôpitaux et leur disponibilité, leur capacité. Et donc, sans donner de nom pour le coup, là où on voit qu'il y a des réseaux bien organisés sur un autre GHT, et bah, la carte va complètement se vider, il n'y aura aucun point sur cette région-là, alors que d'autres GHT plus en difficulté, des liens ville-hôpital plus en difficulté, hop, on va voir apparaître quelques points dans certaines régions. On vient en complément quand il y a des difficultés. C'est ce que vous disiez, la lutte contre les faits déserts, hein, ça c'est sûr. Très intéressant. Et concernant les types de demandes que vous recevez, docteur Castan, est-ce que vous avez identifié un peu des tendances dans les demandes que vous adressent les requérants?
Non, non, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on se met derrière l'écran le matin et qu'on a fini la journée le soir, en fait, c'est la grande aventure. On ne sait pas où on met les pieds, c'est très hétérogène, ça peut être très différent en volume et en type de questionnement. Chaque jour est différent. Et je vais vraiment. Il y a des avis qui prennent 5 minutes. Hein, franchement, ça va extrêmement vite. Et il y a des avis qui vont nous prendre une journée, voire plusieurs avis consécutifs, évidemment, sur des jours suivis. C'est tout l'intérêt, on va en parler, mais c'est tout l'intérêt de la structuration de la téléexpertise. C'est sur les dossiers complexes, mais pas que, c'est de donner des avis qui soient écrits, tracés, sécurisés dans leur mode d'envoi, mais aussi que l'on conserve pour que, au fur et à mesure des journées d'avis téléexpertise, c'est pas toujours moi qui suis d'avis, ça peut être l'une de mes autres collègues, et c'est important de pouvoir se référer à ce qui a été écrit en amont. Donc, ça, c'est vraiment très utile, mais une fois de plus, c'est extrêmement hétérogène. Donc, on s'applique vraiment à ne pas répondre en 3 lignes. C'est-à-dire que des fois, ils sont assez étonnés, on dicte des courriers, quoi. C'est-à-dire, c'est assez facile désormais avec les modes pour dicter effectivement des courriers directement par rapport au fait de taper à la machine, parce que je suis pas très doué pour ça. Ça va beaucoup plus vite et ça a une vertu aussi pédagogique souvent parce qu'on peut joindre des pièces jointes, des synthèses de recommandations, etc. Donc appuyer nos propos y compris pour des choses très simples, hein, sur la médecine de ville, sur de l'infection urinaire, de la cystite à l'infection masculine. On peut appuyer notre propos et éclairer notre propos plus facilement qu'on ne le ferait au téléphone en 2 minutes dans le couloir. Et finalement, on se rend compte qu'on a, sur certaines questions, des généralistes qui nous ont sollicité une fois, 2 fois, 3 fois, et puis qui ont arrêté, qui sont passés à autre chose parce que probablement ils ont acquis une expertise autour de ça. Donc ça, c'est un sujet très intéressant. À l'inverse, sur de l'infection complexe, par définition, ils reviennent à la charge régulièrement et on en est très heureux. Et docteur Bénézit, est-ce que vous pourriez peut-être nous partager un exemple concret qui vous a marqué, un exemple où peut-être la téléexpertise a un impact particulièrement important pour le patient ou tout simplement un cas que vous avez trouvé intéressant pour vraiment que ce soit très parlant pour nos participants? Bah, j'ai évoqué le Clostridium qui doit parler à tous les collègues présents, mais je pense vraiment ce qui m'a le plus marqué, c'est au tout début quand on visait vraiment l'ostéo-articulaire et la sécurisation de nos avis des infections nosocomiales, c'est le fait d'avoir enfin accès au traitement habituel des patients via le compte-rendu d'anesthésie. Hein. On n'est pas obligé de demander à l'orthopédiste de tout recopier, hein. Il met juste le PDF du compte-rendu de visite pré-anesthésique. On a tous les infos nécessaires. On s'est rendu compte qu'on a été bien meilleur pour prévenir les interactions médicamenteuses. Et en fait, on faisait une consultation le plus vite possible pour attraper le patient, le voir et vérifier qu'il n'y avait pas de gag, que le germe était le bon, qu'il n'y avait pas d'autres choses à la culture, etc. Et en fait, bah, aujourd'hui, cette consultation, on ne la fait plus parce que en ayant insisté, bon, j'ai encore un avis en attente, on a quelques récalcitrants, hein, tout n'est pas rose, mais en ayant formé les orthopédistes aux éléments qui nous semblaient indispensables et bah, pour éviter les allers-retours, ils le font bien et derrière, on a tellement sécurisé qu'on les voit désormais à 15 jours d'antibiothérapie. On valide le relais oral très souvent à distance et on les voit à 15 jours d'antibiothérapie orale, ce qui est quand même bien plus riche pour vérifier la tolérance déjà commencer à voir si on est sur une bonne évolution. Et donc, en fait, on les voit à J15 de la sortie de clinique et on les voit euh, en fin de traitement s'ils n'étaient pas encore déjà avec des critères de guérison. Mais moi, ça m'arrive de faire J15 et un mois après la fin de l'antibiothérapie pour vérifier qu'il n'y a pas de rechute. Donc, ça nous évite des consultes en sécurisant tout le parcours. Et est-ce que de manière générale, les demandes vous arrivent complètes? Est-ce que vous êtes satisfait de la complétude des demandes de la part des requérants? Ou est-ce que vous avez observé justement une progression de la part des requérants dans la qualité de leurs demandes grâce à ces vertus pédagogiques en fait que vous avez évoquées déjà tous les deux? Ouais, je pense que c'est vraiment très pédagogique et même pour nous, hein, moi, il y a des questions au téléphone, on n'a pas le temps de se pencher pour se dire, ah bah tiens, ça, on se dit toujours, ah, faudrait que je lise un jour ces recommandations en détail, et on le fait jamais. Bah là, on n'est pas dans l'immédiateté.
Et donc, hier, j'ai eu un avis. On m'a demandé mon avis sur les recos du vaccin méningo qui viennent de tomber. Et j'avais bien lu sagement, mais je m'étais jamais demandé quel était mon avis propre dessus. Bah, mine de rien, cet avis où j'aurais pu juste dire bah, suivez les recos, ça a été ma première phrase d'ailleurs. Bah, finalement, ça m'a pris une demi-heure de me poser, de relire, de me dire, mais en fait, j'en pense quoi? Donc ça, c'est vraiment, je pense, dans la vertu pédagogique et sur le fait d'avancer. C'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup d'avis, donc j'ai du mal à vous dire. Par contre, on voit la satisfaction des usagers, on voit la satisfaction de nos collègues, que ce soit les généralistes, les chirurgiens. Il y a ceux qui ont des difficultés parce que bah, pour taper, c'est long, donc certains vont se plaindre du temps en amont, que j'ai du mal à mesurer en tant qu'expert en aval. Mais si on omet ce détail-là, qui je crois est en train de s'améliorer avec des interfaçages avec les logiciels métiers, et bah, derrière on a des retours et honnêtement les gens sont contents et ils voient à quoi ça sert. Donc il y a des avis qu'on avait au départ qu'on n'a plus du tout. De temps en temps, il faut un peu dire quand ça nous plaît pas, quand on peut pas répondre, ça m'arrive de rejeter des avis quand je pense que l'avis n'est pas utile ou de pas le coter quand je pense que ça mérite pas une téléexpertise. Donc c'est une manière de pousser la pédagogie, mais globalement c'est déjà vite très, très bien, je trouve. Les gens sont passés du téléphone à la téléexpertise, hein. Sur l'autre versant, c'est-à-dire de notre côté, au-delà de la complétude effectivement des demandes, alors plus le dossier est complexe, effectivement, plus potentiellement il peut manquer des choses, bien évidemment, et des fois on prend le téléphone, hein, c'est-à-dire on prend le téléphone pour appeler la personne, pour aller vite et pour être direct, dès lors que le dossier est déjà posé, ça peut se compléter secondairement. Mais de notre côté à nous, à l'inverse, par rapport aux avis téléphoniques, moi j'ai travaillé en Corse pendant 12 ans, je faisais de l'avis téléphonique permanent et souvent sur la route, donc avec toutes les difficultés que ça comporte. Et on se rend compte que dans le détail de la réponse que l'on donne via de la téléexpertise, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'on donne des renseignements, des blocs de renseignements précis sur les événements indésirables attendus d'une antibiothérapie, sur les précautions à envisager, sur les contre-indications éventuelles, etc. Donc, on a des blocs, hein, que ce soit fluoroquinolone, métronidazole, etc. À chaque fois, on va donner des éléments de ce type-là qui complètent l'avis. Et puis, sur des modalités d'administration, on va être beaucoup plus précis pour les autres établissements ou pour des cliniques privées, sur les modalités d'administration parentérale, sur la possibilité d'organiser une HAD, sur la rétrocession. Enfin, y a plein d'informations qui se perdraient complètement dans un échange téléphonique aussi complet soit-il. Voilà, donc ça va, plus on rentre dans la complexité et plus cet outil est véritablement indispensable, je pense, dans la vie. À tel point qu'il nous arrive des fois d'avoir des appels téléphoniques sur lesquels on répond, mais on dit attention, derrière, tu m'envoies quand même une demande de téléexpertise pour tout ce que j'ai dit là, même si tu es en temps réel. Des fois, on a des chirurgiens qui nous appellent à l'entrée du bloc, hein, en nous disant, ou des anesthésistes, enfin, vous connaissez ça par cœur, tous les gens qui sont au téléphone, et pas que des chirurgiens ou anesthésistes, hein, ça peut être le généraliste qui est là devant son patient tout de suite, ou qui est en déplacement au domicile. Il ne va pas se brancher à la téléexpertise, il va nous appeler au domicile du patient, et on lui dit, mais écoutez, ce qui sera intéressant quand même ce soir, au calme, faites-nous une demande, même très courte, et puis au moins on l'enregistre, et nous, on s'engage à vous faire une réponse circonstanciée, détaillée, etc. Et ça, ils apprécient énormément cette affaire-là. Même si on leur donne un avis en temps réel au téléphone parce que ils sont pas dans le temps permettant de faire de la téléexpertise, derrière, on le rattrape en téléexpertise. Donc, petit à petit, on les éduque aussi à ça. Parce que souvent, la réponse que l'on a, c'est attendez, j'ai pas le temps, je suis pas au bon endroit pour faire la téléexpertise, je sais pas comment ça marche. Petit à petit, on en rattrape quelques-uns. Et en ce qui concerne les parcours, qu'est-ce qui se passe après une telle expertise? Est-ce que vous arriveriez à quantifier le nombre de patients que vous voyez en consultation? Est-ce qu'il y a d'autres scénarios possibles? Docteur Castan, peut-être? Alors, juste, je pense que ce sera probablement la même chose sur Red, mais pour que ça fonctionne, notre système, la dermato, par exemple, chez nous, fait de la téléexpertise, mais fait de la téléexpertise au fil de l'eau, c'est-à-dire ils peuvent donner une réponse 5 jours après.
Nous, on est sur de la réponse en temps réel. C'est-à-dire celui qui est chargé de la téléexpertise, il est chargé que de la téléexpertise et des avis intramuros, etc. Mais il y a 0 avis qui n'est pas rendu dans la journée. C'est-à-dire on ne part pas du bureau sans avoir rendu l'avis. Ce qui veut dire que comme on les voit défiler au fil de matin, tous les avis du matin, s'il y a une nécessité de consultation d'urgence, on a celui qui est d'avis a un bureau dédié de consultation d'urgence. Donc on peut, en fonction de là où est le patient, mais on peut le faire venir dans la journée ou au plus tard le lendemain, sans passer par les urgences, etc. Donc ça, c'est aussi une offre de soins qui est extrêmement appréciée. La téléexpertise, c'est pas juste dire, voilà, je vais avoir une interface, etc. C'est entre nous, effectivement, on décide en fonction de la complexité ou de la difficulté à préciser les choses, le diagnostic, ou éventuellement de faire un bilan biologique en temps réel chez nous. Je pense à un retour de voyage avec fièvre, dire à la patiente, allez faire un frottis en ville pour une recherche de palu, on le fait venir, on fait, etc. Et ça, voilà, la notion de passez pas aux urgences, vous venez directement, ça fait partie des éléments extrêmement appréciés et on compte beaucoup sur le bouche à oreille pour que ça se dise tout autour et qu'on progresse encore là-dessus. Je suis complètement d'accord, Bernard, sur le fait que avec notre spécialité et certains avis, on est obligé de répondre vite. Oui. On a des données, hein, on est passé de 2 heures à 1 heure de médiane de réponse. Et Oui. on est exactement pareil. Notre obligation, c'est nous, on fait une ouverture de la ligne téléphonique qu'on a gardée en parallèle. On a Oui. beaucoup discuté de est-ce qu'on la garde ou pas, mais on la garde en parallèle. Et je pense que c'est important d'avoir les deux, hein. La expertise, c'est très très bien, c'est pas mon propos, mais il y a d'autres, ils vont demander le téléphone. Il faut répondre à tous les besoins. Et on fait les avis jusqu'à 18h30. Et celui qui est de jour, il va jusqu'à 18h30. Et celui qui arrive le lendemain, bah, il fait ceux qui sont arrivés tard. Et Dieu sait qu'il y en a. On voit que les médecins, ça travaille tard, ça travaille le dimanche. Oui. Depuis peu, on se met à répondre le week-end aussi, pour être très honnête. Ça, j'ai pas voté pour, mais c'est le jeu de la démocratie. Euh, et et c'est grâce à ça qu'en fait, on a des consultations qui sont au fil de l'eau. Pareil, on a une espèce d'hôpital de jour avec un interne, un senior pour tout le temps voir en urgence les palus et pas que. Et ça marche comme ça. Et la téléexpertise, ça permet aussi parfois de dire, bah, mettez-le sous tel antibiotique et je le convoque pile à J2 pour faire une vraie réévaluation d'antibiotiques. On arrive, je pense, à être beaucoup plus précis parce qu'on sait que derrière, en fait, le médecin qui a fait l'effort de faire la demande de téléexpertise, il va suivre l'avis derrière. Tout est écrit. Et ça le contraint aussi d'une certaine manière. C'est une forme d'engagement des deux côtés, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut, pour être efficace là-dessus, il faut du temps dédié, à la vie. Alors, on fait un bloc, hein, c'est pas que la téléexpertise toute la journée et le reste du temps, on joue aux cartes. Hein, c'est téléexpertise plus les avis en interne avec avec le téléphone dédié sur lequel il n'y a pas de téléexpertise intramuros, évidemment. Donc là, c'est les avis, on les trace systématiquement dans le DPI, ou c'est des XCare, mais peu importe. Ça, c'est un intramuros. Tout ce qui est hors les murs, c'est un maximum centré sur la téléexpertise, même si on continue à faire de l'avis téléphonique, mais en précisant à chaque fois, si vous pouvez intégrer ça dans une téléexpertise, même en quelques lignes, pour que je puisse au moins avoir un dossier et vous répondre. On est ouvert comme toi, apparemment. Donc, nous, on fait du 9h, 18h30 sur la vie Omnidoc. Des fois, on a des trucs très tard le soir. Hein, on a du 22h, 23h, des gens qui nous écrivent encore et on les rattrape le matin. Et puis, le week-end, on ne fait pas, sauf que des fois, je fais à la maison. C'est-à-dire que des fois, comme ça, c'est officieux, mais je dis pas, mais je regarde être sûr qu'on ne s'en prenne pas un ou deux d'urgent. Voilà, pour l'instant, c'est très officieux tout ça, mais on peut le faire de n'importe où et ça, c'est quand même aussi très intéressant. Et puis, la chose qui est intéressante, c'est qu'on nous, on est 5 à répondre. On se partage les avis. Enfin, tu connais cette application-là qui consiste à je veux partager avec mes camarades, je les mets dans le truc et généralement, on se répond très courtoisement et on va généralement dans le même sens. On ne va pas commencer à dire ah, tu as dit n'importe quoi, jamais il fallait faire ça. Mais ça aussi, c'est très enrichissant. Et pour la personne qui est de l'autre côté, de recevoir un complément d'information derrière, c'est une démonstration de la prise très au sérieux de son avis, quoi. Voilà.
Ça, c'est très intéressant. Et derrière, les autres collègues, par exemple, des fois, il y a des avis qui ne sont pas pour nous, hein, qui sont pour la médecine interne, la dermato, et qu'on réoriente, etc. On peut aller cliquer sur partager avec. Et du coup, hop, on change de filière et c'est les dermatos qui prennent la main. Et voilà. Ouais, on l'a validé aussi ça, et on a une offre d'avis qui couvre Ouais, presque toutes les spécialités ah ouais, voilà, à Rennes. Et ça, c'est bien. c'est génial Ça, parce c'est que génial. je peux dire au médecin, je demande la Ouais, consultation d'uro, de rhumato pour la ouais, ponction de genou, et c'est juste un clic. Je sais que c'est la secrétaire, il y a les coordonnées du patient. Et ça, alors, quand on fait de la réorientation ouais, interservice, ouais. là, c'est un truc Ah, là, c'est vrai. qu'on est incapable de faire avec autre chose que la téléexpertise. Le téléphone, on peut pas faire. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé que ça Ouais, marchait. Les visioconf, les téléconf, on n'a jamais la bonne personne. Alors que là, voilà. Et sur les délais de réponse, ce que je trouve aussi agréable, c'est que si finalement il faut accepter une réunion et qu'on est d'avis, et ben, le téléphone il va continuer de sonner, alors qu'Omnidoc, on va pouvoir se bloquer une demi-heure, une heure pour sa réunion. On sait qu'on est en train de prendre un peu de retard là-dessus. Quand on a beaucoup d'avis, on a eu notre record, on a eu 30 avis là, en début de semaine. Dans la journée, le médecin était rassé. Mais n'empêche qu'on peut se permettre ça parce qu'on sait que derrière, on va rattraper. Et bah voilà, hier soir, moi j'ai dû m'occuper un petit peu de mes enfants, bah, j'ai répondu plus tard, ça n'avait aucune espèce d'importance, il n'y avait pas c'est d'urgence. ça. Et ça, je trouve que c'est une souplesse. Et dans le service, on était moitié-moitié au départ à être convaincus récalcitrants. Les plus récalcitrants ont demandé à stopper le téléphone, à faire que Omnidoc au bout d'un an en disant bah en fait non, mais ça te permet de ne pas avoir d'interruption de tâche. Et ça, c'est un gain pour l'expert Ouais, qui est vraiment pas négligeable. Alors je pense qu'il faut quand même garder le téléphone, donc ça sonne quand même, c'est mais complémentaire, hein. on peut dire au téléphone, faites un avis sur Omnidoc, là je suis en réunion, je vous jure, je regarde l'avis, dès que je sors, j'ai bloqué du temps pour vous répondre. Ouais, et donc on répond Et au téléphone que au truc qui est vraiment urgent, pas le reste, quoi. Le reste, ça va avancer quand même. c'est vrai que le panel de l'offre de soins, les personnes, les requérants qui finalement ont goûté à ça, au début qui étaient un petit peu récalcitrants en disant c'est un effort, il faut aller se connecter, là où il suffisait avant d'appeler en 2 minutes, et, enfin en 2 minutes d'avoir quelqu'un, c'est pas toujours le cas. Mais Ouais, c'est pas. euh, là, on envoie l'avis, mais derrière, l'offre qui est proposée est sans commune mesure par rapport à la réponse téléphonique. Et comme tu l'as très bien dit, François, ça va vers on est chef de gare, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut orienter en temps réel. Attendez, je ne vais pas vous envoyer prendre un rendez-vous avec le radiologue pour une biopsie d'un pied diabétique. Je m'occupe de tout, tac. Et dans la réponse, il y a le combo. C'est-à-dire, j'ai pris rendez-vous pour votre patient, tel truc, vous faites ci, vous faites ça, tout est calé. Et puis, la consultation d'urgence qui est un plus. Donc, tout d'un coup, il se retrouve devant en une seule sollicitation, une résolution de la problématique dans la journée, plus souvent des éléments pédagogiques qui sont fournis, une fois de plus, sur des dossiers complexes. Ça permet aussi de se poser, éventuellement de staffer entre nous et de faire une réponse beaucoup plus structurée que vite fait quand on est au téléphone alors qu'on est en train de parler avec un autre collègue. C'est super important de pouvoir se poser, avoir quelques minutes pour répondre. On n'est pas dans l'urgence extrême parce que par définition, c'est pas le lieu de la téléexpertise. Hein. L'urgence immédiate, c'est pour les urgences ou l'ARIA. Donc, c'est important de se poser, de construire la réponse. Et nous, enfin, moi, je suis très, très attaché à essayer de faire des réponses qui ont vocation à être aussi pédagogiques et pas uniquement la résolution du problème à un instant T. Et donc, ça va de choses ultra simples, semble-t-il pour nous, mais en termes de bon usage d'antibiothérapie, qui est un enjeu majeur. Euh, Fallait-il faire un ECBU sur sonde d'un EHPAD? Fallait-il mettre un écouvillon sur une plaie? Je me retrouve avec ça, est-ce que je mets une antibiothérapie? Des choses qui nous paraissent, où on pourrait répondre en 2 secondes finalement. On se rend compte qu'on rentre dans des échanges d'omnidoc et souvent, moi je ferme pas le truc tout de suite, je fais pas terminer. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on va se prendre un boomerang derrière, très pacifique, mais qu'il va y avoir un complément d'échange, que la personne va avoir envie à nouveau d'échange. Alors après, ça peut se finir au téléphone, hein, mais ça, c'est super intéressant. Pardon, j'ai beaucoup parlé, mais voilà, je trouve que cette dynamique-là que ça génère, cette ouverture ville-hôpital, ville au sens large,
Et ce service rendu de l'infection, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une réunion des infectiologues pour les infectiologues. Je veux dire, pour notre spécialité, la télexpertise, c'est du pain béni, je crois, franchement. Je vous propose qu'on rentre maintenant un tout petit peu plus en détail dans les différents projets médicaux qui ont été mis en place. Docteur Bénézit, au CHU de Rennes, ça fait plus de 2 ans que vous avez mis en place une ligne d'avis donc au sein du service d'infection, donc vous avez déjà pas mal parlé. Depuis, vous avez également mis en place une ligne dédiée aux avis en infectiologie pour des centres hospitaliers en Outre-mer dont on n'a pas encore parlé. Et depuis quelques mois, vous utilisez OmniDoc pour gérer votre RCP endocardite qui a lieu de manière hebdomadaire. Est-ce que vous pourriez, un peu rembobiner, entre guillemets, et vous pourriez nous expliquer comment s'est passée la mise en place de ce réseau à l'origine et nous parler de l'histoire de ces différents projets successifs que vous avez mis en place? Et c'est ce que j'ai déjà un peu abordé, il y a la partie répondre aux avis ostéo-articulaires et aux généralistes. Ça, c'était vraiment le niveau de départ. Euh, Très vite, quand on a commencé à le mettre, ça a commencé à monter en puissance. Il y a eu l'été 2022 et la variole du singe, où là, on avait envie de voir des photos. Donc là, on a beaucoup plus insisté auprès des généralistes. C'est d'ailleurs encore écrit pour la variole, je ne l'ai toujours pas changé. Vous mettez une photo, vous nous appelez. Et il y a le numéro de REB hein, du service, le numéro de portable REB qui apparaît. Euh, Au final, il n'y a pas eu tant que ça, mais on n'a pas eu beaucoup de varioles dans notre coin comparé à d'autres. Mais ça a été vraiment l'étape qu'a développé envers la médecine générale. Et puis on a vu tout simplement la réponse à un besoin avec la médecine polyvalente. Alors là, on est entre nous, hein, je me permets de le raconter. On avait officiellement des conventions avec des cliniques et certaines ne payaient pas les conventions, ce qui était un peu gênant pour le CHU parce que ça payait certains des PH du service. Et en fait, on a vu ces avis apparaître parce que le besoin dans le soin est apparu et ça, on est en train d'un peu ça nous permet de compter, et on parle de CRATB, EMA, et de montrer qu'en fait, on a une vraie fonction au niveau du GHT, dans le monde libéral, et ça permet de poser les choses que le téléphone, on avait essayé de le montrer par téléphone, de compter, ah bah tiens, là c'est telle clinique et tout, mais c'était impossible à montrer, alors que là, on a quelque chose de solide. Et puis la RCP, c'est venu qu'on faisait quelque chose, donc la RCP endocardite, c'est une RCP qui a été montée de manière un peu spontanée entre soignants par le besoin, et on n'a pas du tout un centre de référence, il n'y a pas de budget secrétariat, etc. Et du coup, on avait fait un fichier Word qu'ils envoient un mail commun, mais le fichier Word, il est plus ou moins rempli, qu'après on renvoyait, mais au final, un mois après, un hôpital nous disait on aimerait avoir ce compte rendu, mais on ne le retrouvait pas parce qu'on ne l'avait pas enregistré dans un ordinateur. C'était vraiment pas opérationnel et on n'avait pas ni de sous ni de temps humain dédié. Et en fait, le fait de tout faire là-dessus et que ce soit accessible des deux côtés permettait de répondre à ça. Après, quand on apprend qu'il y a un module RCP qui est mis en place avec des rendez-vous, un module de visio qui permet d'envoyer au requérant le lien visio automatiquement 1 heure avant la réunion. Je crois qu'il y a Laurent Bellec qui est là, il peut peut-être nous raconter s'il l'a utilisé, je crois que oui. Euh, ben, en fait, ça nous a permis d'avoir une organisation facile sans aller chercher des choses compliquées, avec en particulier le besoin de retour des hôpitaux pour avoir une traçabilité écrite dans des décisions aussi lourdes que la chirurgie cardiaque, oui, non, quoi. C'est quand même pas rien, et c'est vrai que cette décision, on avait aussi la difficulté, par exemple, c'est tout bête, comme c'était vaguement au téléphone de l'un des représentants, souvent c'était l'infectiologue avec son téléphone, avec un chirurgien à côté, l'équipe du CH n'était pas au courant de qui était le chirurgien qui était au courant du dossier. Et alors là, quand il fallait rediscuter, redonner des informations, c'était très compliqué. Le fait d'avoir une RCP écrite, il y a un système de quorum dans OmniDoc, on dit qui est présent. Donc une fois qu'on a bien mis sa liste à jour, bah, il suffit de cliquer pour qui arrive dans la réunion, même les retardataires, et ça va mettre sur tous les dossiers de la réunion du jour bah, tous les médecins présents, et donc
tout le monde sait que le chirurgien qui a participé à la décision, c'est un tel, et que le cardiologue qui a revu l'échographie, bah, c'est un tel, et que si j'ai dit que je devais envoyer les homocultures pour des tests bactériaux compliqués, le microbiologiste qui était présent, c'était un tel, et ça, c'est une vraie force, je pense. Euh, voilà un peu l'histoire pour l'arrivée à la RCP. Et l'outre-mer, alors c'est encore une autre histoire, c'est pas toute l'outre-mer, hein, je vous rassure, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, avec qui on a de longue date une convention. Et là, ça a été un peu compliqué, c'est tout récent, hein, la mise en place. C'est puisque c'est pas la sécurité sociale française, et Omnidoc, il faut mettre un numéro de sécurité sociale française. Donc c'est un réseau externe qui a été créé par Omnidoc pour répondre à cette demande. Et c'est tout juste en train de commencer. Donc je, je sais qu'il y a un peu de besoin, c'est pas un besoin énorme, mais quand il est là, le fait d'avoir une bonne solution, je pense que ça va être bien. Mais c'est le début d'une nouvelle aventure. Et côté Périgueux, docteur Castan, vous avez mis en place un réseau de télexpertise pour votre EMA, qui est donc rattaché à votre service d'infectio. Est-ce que vous en avez déjà pas mal parlé, mais est-ce que vous voulez nous dire un mot sur cette équipe de EMA et nous expliquer ce qui vous a lancé à déployer un outil de télexpertise pour cette équipe EMA? Alors, juste en amont pour ça, et pour faire le lien avec ce que vient de dire François, parce que les Bretons, ils sont très proches de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais pour nous, c'est beaucoup trop froid. Et pour autant, on s'intéresse beaucoup au territoire outre-mer. Et donc, on fait des... Alors, indépendamment d'Omnidoc pour l'instant, mais il y a une vraie réflexion sur un projet de structuration. Nous, on est avec la Polynésie française, puisqu'il y a 12 heures d'intervalle. Donc, finalement, 12 heures d'intervalle, c'est très très bien au téléphone et en visio, y compris type Zoom, pour discuter des dossiers. C'est 9 heures du matin là-bas, 21 heures pour nous. Et donc, on a un petit groupe qui tourne depuis quelques années avec 3 autres collègues et on fait de la RCP, de discussion polyvalente de dossiers. Et d'ailleurs, nos amis de Rennes, et notamment Mathieu et Pierre, nous ont rejoint cette team il y a quelques mois. Voilà. Mais l'idée, c'est pareil, c'est on donne des avis, nous présente des diaporamas de dossiers un petit peu complexes en plus. Hein. Ils connaissent très très bien l'infectiologie, mais ce sont des dossiers complexes. Et je pense qu'il y aurait une vraie valorisation à utiliser la téléexpertise, en l'occurrence Omnidoc, pour passer ces dossiers et pour les partager justement entre nous également. Donc de faire probablement un onglet dédié. Je sais que nos amis de la Réunion qui sont très pointus également en infectiologie et qui ont une EMA, qui ont, en particulier, je pense au sud, une EMA qui fonctionne extrêmement bien, seraient intéressés par ce genre d'échange. Vous me posiez la question sur l'EMA, ben, c'est l'EMA, tout ce qu'il y a de plus traditionnel tel qu'elle est conçue sur le papier. Nous, on fonctionnait déjà globalement en EMA au départ, donc on l'a essentiellement structuré selon les modalités qui étaient proposées dans les textes et auxquelles on avait participé, puisque je faisais partie avec Patricia Pavès de la réflexion un petit peu sur la constitution des CRATB et des EMA. Et donc, on a la chance d'avoir un infirmier temps plein qui connaît extrêmement bien l'antibiothérapie, puisqu'on y revient, hein, tout se passe à Rennes. Hein, c'est comme la gare du centre du monde, c'est Perpignan, et l'infectiologie, c'est Rennes. Il y a un DIU d'infectiologie paramédicale qui était organisé par Rennes. Il y en a d'autres maintenant. Je crois qu'il y en a un qui s'est mis en place à Montpellier, si je m'abuse, et il y a d'autres projets nationaux. Et donc, on a un infirmier temps plein et qui nous rend d'énormes services, surtout aux équipes paramédicales et parfois médicales. Il passe tous les jours surveiller les hémocultures. Il nous fait un état des lieux des hémocultures positives. Il organise tout ce qui est optimisation de l'antibiothérapie parentérale, de l'HAD, du domicile, etc. Donc, c'est un atout majeur. On a 5 infectiologues qui, à tour de rôle, assurent la fonction, mais c'est quand même moi qui la coordonne et je suis à 80% celui qui le fait tourner. Je suis plutôt détaché là-dessus. Et on a un petit peu de temps, 0,1 ETP de temps de bactériaux sur le sujet, 0,1 ETP de pharmacien pour pouvoir monter des projets. Voilà, donc ça veut dire une demi-journée par semaine. Et on devait avoir un secrétariat qu'on n'a pas, donc on fait notre secrétariat. Donc c'est une EMA, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et c'est pas tout de constituer une équipe. Après, il faut avoir des projets. Donc là, on travaille beaucoup maintenant à destination
des EHPAD en particulier autour de l'urinaire, sur de la formation de terrain, sur des projets d'évaluation, d'audit, de bon usage, etc. Sur un sujet un peu différent, docteur Bénézit, vos confrères et vous-même, vous rendez les avis en infectiologie, mais il y a pas mal d'autres personnes au final qui sont impliquées dans l'activité de télexpertise du CHU de Rennes, à commencer par le secrétariat et le bureau des entrées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer leur rôle, comment ils fonctionnent et est-ce qu'il y a des facilités justement qui ont été mises en place pour leur voilà, faciliter le travail? Alors, c'est vrai que la liste ne fait que s'allonger des gens de l'équipe sur OmniDoc. Si on regarde dans le monde médical, je me permets le détour, mais par exemple, on a mis des pédiatres pour pouvoir avoir des avis avec les pédiatres infectieux et faire du lien entre les deux services, parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe plus. En tout cas, c'est une des faiblesses du service qu'on veut limiter. Et après, on a les infirmières en antibio, auxquelles on est assez attaché, effectivement, et le secrétariat, ce qui permet de manière toute simple que quand on dit bah, il faut qu'on le voit, on veut le voir à telle date, et la secrétaire, elle a toutes les coordonnées du patient, elle peut mettre la convocation auprès du médecin si on sait que le médecin est encore à côté de lui. Donc ça, c'est quand même très, très pratique. C'est en un petit mot, un clic et c'est bon. Quand il y a besoin de suivre quelque chose, on peut, si on explique assez bien dans le fil de discussion, elles peuvent nous aider à suivre. Pareil pour les infirmières. Et puis après, il y a tout ce que nous, on ne voit pas, c'est que quand on termine l'expertise, on décide s'il y a une facturation ou pas. Donc, c'est vrai que quand on met une consultation, on a tendance à moins facturer. Moi, quand j'ai tendance à pas facturer quand c'est vraiment une question qui me prend 2 secondes, mais je vois qu'on est assez différents les uns les autres. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore totalement mûri. Qu'est-ce qui mérite de le facturer ou pas? C'est pas très bien, pour être très, très clair. Mais je pense que ça viendra avec le temps. Faudrait qu'on regarde. Et en fait, le bureau des entrées, dès qu'il y a une facturation ou pas d'ailleurs, il y a un interfaçage qui a été mis en place, à la demande de l'institution, quelqu'un a évoqué les sous, et en 48 heures, la facturation est faite et c'est intégré par le bureau des entrées dans le DPI. C'est-à-dire que si le patient est connu du CHU, nous on a Dexcare, on a un onglet téléexpertise maintenant dans les étiquettes, donc on voit qu'il y a une téléexpertise et on a un fichier Word avec l'ensemble des documents. Dans les défauts, c'est qu'une fois que c'est mis dans Dexcare, notre logiciel métier, s'il y a un fil de discussion qui se continue, eh ben, ça ne se met pas à jour dans le document. Donc ça, c'est quelque chose qui personnellement attire beaucoup mon attention parce que j'ai peur qu'il y ait des informations discordantes. Et si le patient n'est pas connu, et ça c'est super, le bureau des entrées fait l'effort de créer le dossier, met la téléexpertise sur ce dossier qui est quasiment vide, ce qui fait que s'il est vu en consultation par un interne, nos internes sont très peu sur OmniDoc, c'était dans les questions. Il y en a qui demandent, et dans ces cas-là, je les intègre dans l'équipe, mais ceux qui ne demandent pas, je les intègre pas parce que sinon la liste, elle est trop longue. En tout cas, ceux qui ne sont pas sur OmniDoc, ils verront la téléexpertise ils auront un dossier déjà existant, donc la microbiologie, toutes les pièces jointes sont mis dans notre logiciel métier, ce qui permet, par exemple, à ceux qui sont un peu réfractaires dans d'autres services d'également avoir accès à notre dossier. Et on peut leur écrire un mail en disant, peux-tu regarder ce dossier? Ils ont tous les éléments comme s'ils avaient Omnidoc. Donc voilà, c'est ce qui fait que depuis, il y a eu un peu de rattrapage, mais je crois 1 an et demi, toutes nos facturations sont effectives. Avant, ce n'était pas le cas, hein. Pendant longtemps, on a travaillé pour gratos. Et je réponds à la question, tant qu'on parle de l'argent, on n'en voit pas directement la couleur aujourd'hui. C'est sûr que c'est toujours un peu décevant. Je pense que ça dépend beaucoup de la politique de chaque hôpital. Donc voilà, mais à l'heure des EMA et de la nécessité de monter en puissance tous les EMA, c'est vraiment un des sujets qui est sur la table, je pense, aujourd'hui. Ouais, alors moi, je veux bien rebondir là-dessus, François, parce que c'est un sujet qui est majeur, hein, puisque dans l'organisation des EMA, on nous a bien laissé attendre qu'au-delà du financement qui était proposé, c'était
C'était pour une durée de 3 ans, hein, contrairement aux EMH, et avec une nécessité d'avoir une part considérable d'autofinancement. Les voies de l'autofinancement, ce sont les conventions interétablissements, mais on se rend compte que ça ne peut pas aller extrêmement loin, et certainement pas à hauteur d'un financement d'une EMA. On a une EMA telle qu'on l'a constituée, qui a un budget de financement de l'entour de 200 et quelques mille euros, euh, qui représente essentiellement les ETP. Et sur Omnido et sur la téléexpertise, euh, c'est 20 euros par avis, mais ça exclut les patients hospitalisés dans une structure. Donc, ça veut dire que tu as bien compris que nous, on est à 60% d'avis de cliniques, Ouais. d'hôpitaux, etc. Donc, on s'assied dessus. Et que c'est 20 euros que vous donniez un avis en minutes ou que vous ayez un avis ultra complexe qui vous prend 1 heure. Et donc, moi, j'ai pas trop de difficulté à facturer systématiquement les avis simples parce que je me dis que ça me permet de faire les avis non rémunérés d'1 heure qui sont pas du tout pris en compte sur les cliniques privées, sur de l'ostéo-articulaire, etc. Enfin, ça compense rien, mais je dis l'un dans l'autre, j'ai pas l'impression de voler la CPM en faisant cela. Donc, il y a quand même des choses qui sont probablement perfectibles, hein. Cette idée-là qu'une téléexpertise interétablissement pour quelqu'un qui est déjà dans un lit, on ne peut pas la valoriser financièrement, c'est un vrai questionnement, quoi. Je pense que c'est probablement pas un modèle très motivant. Et au final, on n'avait pas nous cette évaluation-là des choses. On s'était dit, ben voilà, vu qu'on donne 30 à 8 jours, entre 20 et 30 à 8 jours, multiplié par 20 euros, 5 fois par semaine. À la fin de l'année, on doit arriver à avoir un truc qui est pas mal. On avait évalué à peu près à 80 000 euros. Dans la vraie vie, on est à 15 000 euros, quoi. Nous, là, les derniers chiffres, là, si on regarde lycée de la dernière année de juillet à juillet, on est à plus de 40 000 euros pour le CHU. Ouais, Donc ouais, ça ça commence à faire correspond, un tu vois, le assistant. nombre. Ouais, 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 ça correspond à votre activité qui est quand même beaucoup plus soutenue. Mais Et est-ce que vous avez cherché à mettre des prestations interétablissements justement pour gérer les cas où vous avez des établissements périphériques qui vous sollicitent pas mal? Est-ce que c'est quelque chose... c'est des conventions Oui, des interétablissements, conventions, mais oui, tout à qui fait. sont forfaitaires, c'est-à-dire c'est forfaitaire à l'année. Il y a des établissements sur lesquels on se déplace, donc il y a du temps de TP qui est dédié. Il y a un établissement sur le sud, à Bergerac, où on y va tous les 15 jours, donc c'est une journée tous les 15 jours, il y a une facturation d'un ETP et c'est forfaitaire à l'année. Mais après, sur des EHPAD, vous ne pouvez pas aller demander des niveaux de financement, etc. On est plus en convention pour afficher le fait qu'on est en partenaire d'établissement, mais c'est de l'ordre de 5 000 euros à l'année, quoi. Donc, alors vous allez me dire, c'est les petites rivières qui font les grands ruisseaux, mais c'est vrai que mi bout à bout, c'est quand même intéressant et il faut le faire. Mais on est très très loin de l'autofinancement du 2MA aujourd'hui. Voilà. Mais en tous les cas, bon voilà, c'est juste une remarque autour du volet financier parce que ça a aussi son importance. Et pour nos établissements et pour nos directions et pour faire entendre qu'on détache un ETP d'infectiologue une journée entière pour uniquement donner des avis dans l'établissement sur lequel c'est pas du tout valorisé au sein de notre établissement, c'est-à-dire que ça, voilà, quantitativement on le quantifie, etc., et qualitativement on le valorise aussi. Mais voilà, on a tout intérêt à s'organiser au niveau de notre réseau d'infectiologie nationale pour mettre en avant l'importance de la structuration des avis, en particulier via la téléexpertise. Vous avez déjà évoqué, donc là on a parlé des projets que vous avez mis en place, tous les projets que vous avez mis en place au CHU de Rennes. Il me semble que vous avez d'autres projets en cours. Vous avez déjà évoqué, il me semble, la RCP ostéo-articulaire. Vous avez d'autres projets, docteur Bénézit. Est-ce que vous voulez en dire deux mots? Peut-être rapidement, il nous reste encore deux, trois questions avant de répondre à quelques questions des Oh, participants. ouais, bah, les projets, on en a toujours, hein. Donc, effectivement, la RCP OS avec toute une discussion pour passer de la téléexpertise classique à de la RCP à l'un à l'autre et que tout ça soit coordonné bien. Et pour ceux qui sont très dans l'os, que ça colle avec les exigences du logiciel de SIOA pour les cohortes. Moi, je m'occupe du CJ du CHU et je suis très en question sur au Labo sans ordo qui est annoncé pour septembre pour toutes les IST, l'extension, s'il n'y a pas de changement
dans le planning de la DGS. Et donc, une des réflexions qui est un peu en cours, j'essaie de préparer avant une réunion plus médicale, c'est d'avoir un système où le requérant serait le biologiste avec une biologie positive et un patient qui n'a pas de médecin généraliste. Ou comme bien souvent pour une ville étudiante, le médecin généraliste, en fait, il est à 150 km. Et donc là, l'idée, ce serait d'avoir un système de réseau extra-CHU, d'ECGID, pour pouvoir faire une téléconsultation via OmniDoc, via le système de visio. Donc c'est quelque chose que je suis en train de vérifier point par point, qu'on est et dans les clous de sécurité et que ça puisse être exportable un peu partout. Et le dernier, c'est encore une fois, c'est les infirmières en antibiothérapie. Alors là, c'est très en amont, hein, mais que l'expert soit l'infirmière et qu'elle puisse aider les autres collègues des EHPAD et tout sur les modalités des injections, sur la surveillance des cathéters où elle s'envoie des photos, etc. Et d'avoir quelque chose d'un peu plus organisé, encore une fois, qu'on puisse éviter les envois un peu partout en passant par quelque chose d'omnidoc parce que les requérants peuvent être infirmiers. Les infirmiers peuvent être experts, mais sous la supervision d'un médecin. Voilà les grands projets du moment. Et docteur Castan, vous me parliez également de projets pareils. En tout cas, vous songez éventuellement à passer certaines RCP ou staff que vous avez au CH de Périgueux sur Omnidoc. Alors, je crois que c'est un peu un embryon de projet, mais est-ce que vous voulez en dire deux mots? Oui, alors on n'est pas CHU, on n'est pas cryoac, on n'est pas un centre de référence de l'endocardite, etc. Donc on n'a surtout pas cette prétention-là. Mais sur le concept RCP, c'est-à-dire sur des dossiers euh, qui ne justifient pas l'avis nécessairement d'un cryoac dont on dépend sur Bordeaux, ça reste intéressant de pouvoir discuter de manière pluridisciplinaire de certains dossiers complexes dans des établissements. Donc ce modèle-là nous intéresse, je suis très preneur. Et je pense que quand on aura fini, je rappellerai nos amis de Rennes pour échanger en off sur leur expérience, quitte à aller voir ce qu'ils font sur Ouais, place. on peut vous Ouais, inviter ouais, à une ouais, ouais, ouais. RCP, hein, il n'y a pas de Ouais, problème ouais, là-dessus. absolument, non, c'est tout à fait. Voilà. Parmi les participants qui sont là ce soir, il y en a certains qui ne sont pas encore inscrits sur OmniDoc et qui du coup pratiquent pas forcément au quotidien la téléexpertise. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire tous les deux pour les aider à sauter le pas? Bon, alors je commence parce que je suis le petit poussé, mais un, c'est extrêmement facile. Deux, une fois qu'on y a goûté, nous, on peut plus s'en passer. Je préfère mille fois les répondre via la téléexpertise que au téléphone. Ça permet de sécuriser les avis que l'on donne. Hein. C'est pas, on n'envoie pas un mail, un courrier, etc. Via une messagerie non sécurisée. Il faut s'organiser si on veut s'y embarquer pour être réactif. Donc, il faut une organisation de service qui permette de détacher du temps pour le faire. Un avis en regardant Omnidoc tous les 3 jours. Mais voilà, c'est la traçabilité qui est un atout majeur. Et puis, ça permet, une fois de plus, de se poser tranquillement. C'est quand même confortable d'être dans son bureau, de ne pas donner en temps réel, de ne pas être piégé par un avis où on aimerait aller plus loin, mais on a un doute sur le niveau de réponse. On peut se poser, on peut relire, on peut regarder l'actualité, on peut s'auto-former. Du coup, on apprend beaucoup de choses sur certains dossiers en poussant plus loin. J'y vois une vertu pédagogique pour les gens à qui on répond, une vertu pédagogique pour nous et nos équipes. Et c'est aussi très utile et formateur. Là, je prends la casquette un petit peu SPILF, mais pour les plus jeunes, hein, de pouvoir faire tourner des jeunes sur la consultation, mais aussi sur les avis transversaux sur le terrain et sur les avis en RCP, pardon, en RCP, en téléexpertise. Et ils sont très demandeurs désormais de pouvoir voilà, assister avec nous. Et souvent, quand je vois un dossier RCP et que j'ai un interne avec moi ou un jeune, c'est qu'est-ce que tu répondrais et puis on essaye de construire la réponse ensemble. Et des fois, c'est pas tout à fait la même, et des fois, c'est eux qui ont raison. Je vais me permettre de prendre le relais. Mais je vais plutôt donner un conseil, parce que je suis d'accord à tout ce qu'a dit Bernard, c'est de répondre aux besoins des requérants, parce que c'est quand même l'essence
de notre métier de service, de répondre aux besoins. Et on a parfois envie qu'ils remplissent plein de cases, etc., mais on fait tout ça trop, et qu'il faut quelque chose de très simple s'ils veulent que ça marche, que ce soit utile. Et donc, nous, les trois cases, c'est poids, allergie, traitement habituel, antécédent, et puis le reste, c'est du texte libre. Et si on n'en a pas assez, on en demande plus. Et ça permet de pouvoir toucher, de répondre à des demandes auxquelles on n'a pas imaginé, ce qui renouvelle notre métier. Et ça, je trouve ça assez génial que d'année en année, il y ait des nouveautés. C'est une force de notre métier en infectiologie, les années ne se ressemblent pas. Moi, je les invite voir la téléexpertise comme ça, comme une nouvelle approche et de répondre à des besoins auxquels on n'avait pas imaginé en fait. Une toute dernière question avant de prendre quelques questions de nos participants. Cette fois-ci, quel conseil vous donneriez à des confrères ou des consoeurs qui songent à monter un réseau de téléexpertise, comme vous l'avez fait au Sage du Périgueux ou au CHU de Rennes, ou à mettre leur RCP sur Omnidoc? Donc, soit pour un service hospitalier, soit pour un cabinet de groupe, enfin, en tout cas, pour une ligne d'avis, pour les quelques infectiologues libéraux qui pourraient nous regarder. Comment s'y prendre pour monter ça? C'est ça? C'est ça le sens de la question? Quel conseil vous auriez à leur Ouais. donner? Parce qu'en fait, sur Omnidoc, on peut tout à fait pratiquer la téléexpertise à titre individuel. Oui, bien sûr. Mais vous avez fait le choix de mettre en place un réseau de téléexpertise Hum, pour gérer hum, tous ces avis de manière ouais, collaborative. Du coup, quel hum, conseil vous leur donneriez ouais. pour... Non, mais je crois que c'est ce qu'a résumé François, c'est-à-dire il faut pas faire de la expertise pour la expertise. C'est un moyen de communication particulier qui doit répondre à une offre et à une demande. Et donc, il faut bien connaître le réseau, il faut bien évaluer le terrain, il faut faire un travail d'amont pour le proposer, pour expliciter les choses telles qu'on veut les faire. Même si on continue de le faire dans la durée, après, ce réseau, il se construit, il se travaille sur le terrain, mais il faut se faire connaître, il faut communiquer, il faut donner confiance aux gens et il faut apporter tous les atouts de la expertise. Mais c'est surtout pourquoi je fais ça. Enfin, la question fondamentale, c'est pourquoi je m'embarque dans la téléexpertise. Qu'est-ce que j'y vois comme avantage pour moi et surtout pour les personnes à qui je vais répondre. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée manifeste. Je suis Il ne faut pas le d'accord. faire pour l'argent. Non. Je vous propose qu'on réponde à quelques questions, en sachant que vous en avez quand même pris certaines à la volée. Ouais, on a un peu triché, moi j'ai regardé. Non, il y a Ah, moi, pas de j'ai pas souci. regardé. Ouais. Ah, J'ai vu Alexandre qui avait posé une question. Mais... oui, c'est ça, du CHU de Nancy. Docteur Charmillon qui demande comment vous vous organisez lorsqu'il y a des EMA. Vous avez un petit peu déjà répondu, il me semble. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je vois que c'est une question pour Rennes, donc je laisse répondre. Alors, il demandait qui donne les avis pour Rennes. Ah Il y oui, a et il y comment avait une vous question à organisez-vous Greffet, lorsqu'il y a des peut-être. EMA? Donc, ben, Ouais, en fait, c'est partie intégrante du projet de l'EMA. Alexandre, il connaît ça mieux que quiconque, mais c'est au sein des EMA, il y a un objectif commun qui est bon usage de l'antibiothérapie, lutte contre l'antibiorésistance, et après, il y a les moyens et les outils. Dans les moyens, il y a de la formation qu'on peut décliner, le DPC, il y a l'évaluation, il y a les consommations antibio, il y a le suivi de l'écologie bactérienne. Et puis, il y a la réponse en temps réel, plus ou moins en temps réel d'ailleurs. Il y a aussi les RCP, enfin, ouais, etc. Et donc, c'est un outil, c'est dans la boîte à outils des EMA. Et je pense il faut l'utiliser de cette manière-là, je pense. Ouais, c'est exactement ça. Nous, la philosophie, c'est qu'on a tous nos expertises, mais qu'on fait de tout. Oui. Donc tout le monde fait de la ligne d'avis téléphonique et quand OmniDoc est apparu, on s'est mis à faire la ligne d'avis téléphonique et OmniDoc. On n'a pas mis les internes parce qu'à l'époque du téléphone, il faut répondre dans l'immédiateté, ce que l'interne ne pouvait pas. Les internes font nos avis internes, intra-hospitaliers. Et moi, j'ai évoqué l'idée que les avis de médecine générale soient prévus, enfin qu'un interne de MedG soit positionné pour les regarder, préparer une réponse qu'on valide ou qu'on ne valide pas. Mais ça n'a pas encore été validé, donc pour le moment, les internes ne sont pas du tout sur OmniDoc. Par contre, sur la pédiatrie, je me mets à mettre une interne de pédiatrie qui est très intéressée par l'infectieux pour qu'elle voit les réponses et que ça participe de manière indirecte et de manière triée du coup sur les avis. Pareil, quand il y a un avis dont je me dis que c'est intéressant pour tel interne, parce que c'est les thématiques qui l'intéressent, je le rajoute. Ouais, il Il y reçoit un a, mail, il regarde l'avis. Ouais.
Je vois qu'il y a une question complémentaire je crois que c'est toujours Alexandre, mais voyez-vous la couleur de l'argent? On y revient, pardon, mais ouais, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un bilan en fin d'année, demandant à la direction le montant effectivement généré par la expertise, au même titre que le bilan de montant des conventions, au même titre que des formations que l'on peut faire, etc. Et toute cette somme-là qui nous est présentée, on demande, l'EMA est une UF chez nous, rattachée au service de maladies infectieuses, et on met sur la ligne de cette UF-là ce financement. Et je Oh, réponds à ça va pas loin, hein, on fait pas des milliers des cents, mais on arrive tout cumulé à un budget de 40 000 euros qui complète absolument pas les 200 000 euros, 240 000 euros évalués par notre hôpital de l'ensemble des ETP, puisqu'il y a 2 temps pleins, un médecin, un infirmier et les 0,1 accessoires. Et théoriquement, ils avaient compté dedans 0,5 de secrétariat. Donc on est très loin, il y a 0 de fonctionnement quasiment. Mais voilà, donc c'est l'hôpital qui autofinance le MA. Mais c'est quand même important d'avoir une ligne et de dire, bah, malgré tout, on fait quelque chose. Et je réponds à l'autre question d'Alexandre. On répond de partout. On regarde pas trop l'origine du patient. Dans les défauts, hein, on ne sait pas où habite le patient. Et en tant que CHU, parfois, on a des patients qu'en fait, ils habitent à 500 mètres d'un CH avec des infectiologues totalement compétents. Donc, on regarde un peu le lieu d'habitation, d'exercice qu'a déclaré le médecin, mais c'est pas toujours exact. Ou alors, il fait du multisite, hein. Il y a quand même beaucoup de chirurgiens qui font du multisite. Donc, en fait, on répond à tout le monde. Donc, quand je regarde, quand je fais les extractions, je vois qu'on répond à des Parisiens. On a déjà répondu à Bordeaux. Enfin, il y a toujours des choses originales, donc je suis incapable de dire si la localisation est vraie ou fausse. Donc, on répond à tout le monde et voilà, dans l'idée que ça fait partie du métier. On n'a pas du tout de sectorisation ni géographique. Si tu réponds à des médecins de Périgueux, tu m'appelles quand même, hein, ça Je m'intéresse. fais une copie d'écran. Peut-être une dernière question. On a docteur Chabrol du CH de Corbeil-Essonnes qui nous demande, qui vous demande, afin de pouvoir discuter avec les administratifs de nos hôpitaux, est-ce qu'une étude de coût a pu être faite? À partir de combien de dossiers par mois de télé-expertise donnée peut-on être rentable? Désolé d'évoquer ce sujet, mais certains administratifs n'entendent que ce langage. Alors, je vais vous poser une question, Madame Terret. C'est quoi les coûts d'Omnidoc? Alors, je vais du coup faire intervenir mon collègue Martin sur ce sujet. Oui, avec plaisir. Alors, du coup, les coûts sont assez simples sur Mindoc. Il y a 2 critères qu'on regarde. Il y a un coût à la ligne d'avis, au projet, qui coûte 50 euros par mois. C'est un abonnement mensuel. Et après, il y a un coût au nombre d'experts sur la ligne, qui est de 20 euros par mois. Et comme vous récupérez, donc le calcul est assez simple, hein, comme vous récupérez 20 euros par expertise validée, que vous souhaitez coter, ben, il y a un équilibre qui peut se faire et qui est souvent en faveur de l'hôpital. Est-ce que vous avez tendance à le dépasser? Et si ça fait partie des questions qu'on vous pose dès le démarrage du projet, c'est quel est le volume de demandes que vous recevez mensuellement ou à la semaine, ce qui me permet de savoir rapidement si ça va être rentable, et c'est très généralement le cas. Oui, pour donner un ordre d'idée très simple, nous, 5 experts plus les 50 euros d'abonnement forfaitaire, c'est 150 euros par mois de dépenses Omnidoc. Et ensuite, ben voilà, c'est 20 euros par avis par mois. Donc, on est très largement au-dessus, très, très largement au-dessus, évidemment. Voilà. Juste si un jour on arrive à faire débloquer le fait que les avis donnés dans les établissements hospitaliers puissent être valorisés financièrement, ce sera absolument génial parce que c'est quand même ce qui est le plus chronophage et ce qui pourrait nous rapporter le plus. Ouais, donc, je pense que pour Mais on nous, perd pas d'argent, on perd pas d'argent en intégrant. Enfin voilà, l'idée c'est qu'on perd pas d'argent évidemment. pour avoir discuté avec quelques libéraux, la difficulté, s'il y a des libéraux dans le listing, c'est quand l'effort de facturation, ça nécessite. Alors, quand on est libéral, le coût est moindre parce qu'on est un ou deux, on a quand même une connaissance. Mais c'est vrai que c'est pour ça, en tout cas pour les hospitaliers, il faut que le bureau, si on parle sous avec son administration, il faut que le bureau des entrées fasse son travail de facturation. Et sinon, ils ne verront pas la couleur, quoi. Alors, je vois qu'on a un petit peu dépassé docteur Bénézide, docteur Castan. Est-ce que, il y a certaines choses que vous n'avez pas eu l'occasion de dire que vous aimeriez partager?
Alors, si je peux permettre de faire un peu la critique aussi, je pense que de toutes ces solutions numériques, c'est absolument génial, enfin moi j'en suis convaincu, euh, celui qui restera de tout ça, c'est celui qui arrive à intégrer le patient, qui arrive à intégrer le réseau de manière beaucoup plus large. Par exemple, là, dans les deux demandes que moi j'arrive à avoir, c'est des demandes où on voudrait aussi discuter un moment avec le patient, on ne sait pas trop si on peut, et de pouvoir aussi discuter avec mes collègues infectiologues du coin pour dire, bah tiens, il habite près de chez toi, est-ce que tu pourrais le voir? Voilà ma réponse que j'ai donnée parce qu'on m'a sollicité, mais je pense que ça te concerne et que tu peux le faire. Est-ce que tu es dispo? T'es pas dispo? Bah t'inquiète, je le convoque. Et ce niveau de travail entre infectiologues, on a plutôt une spécialité qui s'entend bien et qui pourrait travailler en réseau. Et ce niveau d'échelle qui intègre le patient, moi, c'est mes espoirs pour demain. On partagera ce retour en interne. Docteur Castan, de votre côté? Non, 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 bah, c'est vrai que là, on a parlé de téléexpertise. C'est un autre sujet que la téléconsultation, c'est-à-dire le patient en tant que tel, qui est tout un autre pan de l'infection digitale qui est important. Mais je pense que tout ça est effectivement complémentaire. Je pense que c'est difficile de le fusionner dans le même outil, mais, euh, mais c'est effectivement important. En tous les cas, je pense on a balayé assez large, effectivement, les expériences et c'était très, très bien, je trouve, et très chouette, au-delà de l'amitié qu'on peut avoir entre équipes, mais d'avoir à la fois l'expérience très solide d'un CHU avec de la RCP, etc., et d'avoir l'expérience plus récente d'une humble EMA d'hôpital général, mais avec une équipe très motivée et qui marche très bien, en fait. C'est l'artisan et l'énorme entreprise, et les deux sont complémentaires. Merci à tous les deux pour votre temps, pour ces échanges passionnants qui, je pense, ont probablement intéressé ceux qui étaient là et vont intéresser ceux qui auront l'occasion de regarder ce webinaire en replay. Et donc, merci à ceux qui étaient présents ce soir. Ouais, merci. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur OmniDoc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça vous permet de tester par vous-même. Et ceux qui sont intéressés par un réseau, que ce soit au sein de votre service hospitalier ou pour les libéraux qui pourraient nous regarder au sein de votre cabinet de groupe, vous pouvez nous écrire sur contact@omnidoc.fr si vous avez besoin d'une démonstration. Euh, voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vais couper, vous allez avoir un questionnaire de satisfaction avec quelques questions très brèves qui vont apparaître. N'hésitez pas à y répondre, ça nous aidera énormément. Docteur Castan, docteur Bénézit, Martin, merci beaucoup pour votre présence ce soir et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tout le monde. Pareil, bonne soirée tout le monde.